Nous écoutons tout de suite Emmanuel Macron et Keir Starmer qui donnent une conférence de presse commune au Royaume-Uni. C'est tout de suite. Qui sont nécessaires s'agissant d'un enjeu lié à une frontière extérieure de l'Union européenne pour qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus rapide. Deuxièmement, concernant la doctrine d'intervention maritime sur laquelle nous travaillons, en effet, elle vise à mieux partager le renseignement, à mieux lutter contre les filières de passeurs et à agir sur la globalité du dispositif maritime en intégrant étroitement les dimensions relatives à la lutte contre l'immigration clandestine et au sauvetage en mer. Troisièmement, nous allons intensifier notre coopération conjointe vers les pays d'origine et de transit, tout au long des routes migratoires, dans la lutte en amont contre les réseaux de passeurs pour dissuader les départs et agir sur les retours. Nous travaillons sur le début du parcours dans les pays de départ en s'attaquant à la racine du problème et la task force britannique sur cet enjeu lancé au sommet de 2023 fonctionne à plein et nous avons eu des premiers résultats avec l'Irak et nous poursuivons avec d'autres pays. Enfin, Monsieur le Premier ministre a confirmé la mobilisation totale de son gouvernement pour traiter justement les facteurs d'attraction de migrants illégaux, notamment en ce qui concerne la lutte contre le travail illégal et le séjour irrégulier. Je l'en remercie vivement et notre sommet de ce matin a permis de revenir sur toutes ces actions. Vous l'avez compris, c'est donc des décisions fortes, nouvelles, en profondeur que nous prenons pour lutter contre ces réseaux et cette immigration clandestine et permettre justement d'assurer pleinement la sécurité dans nos deux pays. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'en complément des propos de Monsieur le Premier ministre, je voulais ici redire. Mais laissez-moi terminer en exprimant toute ma gratitude à votre endroit, Monsieur le Premier ministre, pour ce sommet et nos décisions. Et vous l'avez dit, je crois que tout ça, c'est une confiance que nous avons rebâtie plusieurs années après le Brexit. C'est une confiance entre nos gouvernements, entre nos deux nations et entre nous. Et je crois profondément aux actions que nous sommes en train de conduire. Les derniers mois, d'ailleurs, l'ont montré quant à la coalition des volontaires que nous avons lancée ensemble. Et je crois le montreront sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Et au fond, par ces décisions et ce sommet, nous commençons d'illustrer, de donner un contenu à ce que Sa Majesté le Roi a voulu et annoncé il y a quelques jours, cette entente amicale. Nous lui donnons un contenu et nous dessinons ensemble cet avenir. Je crois profondément que cette formule est la bonne. C'est pourquoi nous avons décidé de l'adopter et ensemble d'avancer sur ce chemin de l'entente amicale main dans la main. Merci beaucoup. Thank you very much, Emmanuel. We've now got a number of questions from both the French media and the British media. I'm going to start with Commençons par Robert Peston, télé anglaise. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, ce programme immigration sera-t-il véritablement efficace avec si peu d'expulsions alors qu'il y a tant d'immigration? Vous avez reçu 700 millions de livres du gouvernement britannique. À vous deux. Je ne sais pas si j'ai le droit. Je pense qu'on peut dire quand même que vous êtes membre d'une classe en voie de disparition. Quelle est votre relation? Merci. Tout d'abord, sur ce projet, ce dont il faut se souvenir, c'est que c'est un projet inouï. L'objectif, c'était justement de briser le moule, d'empêcher les small boats, de s'attaquer à la racine du problème. Donc c'est pour ça que nous avons mis sur place ce programme pilote, comme un modèle. Et bien sûr qu'ensuite, les chiffres viendront à augmenter d'expulsions et de nouvelles entrées légales. Mais c'est quelque chose que les gouvernements britanniques des dernières années et décennies ont essayé de faire. Et
Tout le monde s'est bien rendu compte que c'était important d'avoir un modèle fiable, sûr, et c'est ce que nous avons là devant nous. Nous sommes d'accord sur un modèle car nous avons coopéré par les voies diplomatiques pour avoir une issue qui est la plus favorable pour nous deux pays. Et il me tarde de voir ce que cela va donner. Merci beaucoup pour votre question. La première chose, je l'ai dit, nous travaillons efficacement et nous avons des accords qui sont déjà solides. Je ne voudrais pas que s'installe l'idée que nous ne faisons pas notre travail ou que nous gaspillons de l'argent britannique. Je veux d'ailleurs vous rappeler que lorsque vous mettez un pound, nous mettons 3 €. Et donc, nous mettons beaucoup d'argent pour défendre la frontière, qui est une frontière extérieure de l'Union européenne. La deuxième chose, nous avons éteint des voies de passage. La voie terrestre, la voie ferroviaire, et beaucoup réduit celle de ces small boats qu'on évoquait. Simplement, les passeurs s'adaptent et nous devons adapter notre réponse. Ensuite, je le rappelais, nous devons surtout adapter la réponse au Brexit. C'est qu'on a vendu au peuple britannique un mensonge, qui est que le problème, c'était l'Europe. Simplement, en laissant un vide juridique, le problème, c'est devenu le Brexit. Et avec votre gouvernement, nous sommes pragmatiques et nous apportons, pour la première fois depuis 9 ans, une réponse. Une réponse pour permettre que des gens qui ont des liens que vous voulez prendre, qui sont utiles pour votre pays, soient admis légalement, sans prendre le moindre risque, et pour aider à ce retour, justement, avec le principe du 1 pour 1, des gens que vous ne voulez pas, qui n'ont pas de retour. Et en faisant nous, c'est toute la difficulté qu'il y a derrière ce projet pilote. C'est aussi pour ça qu'on a tout ce travail avec l'Union européenne. C'est qu'il nous faut faire fonctionner les accords de Dublin. Parce qu'en aucun cas, la France ne va récupérer les gens que vous ne voulez pas. On doit ensuite, nous, faire fonctionner les accords avec les pays de première entrée. Parce que la France ne peut pas devenir le réceptacle des gens à qui vous ne donnez pas l'asile. C'est normal, vous feriez comme nous. Et donc, on doit nous faire refonctionner nos accords. Pour ça qu'il faut qu'on ait la coopération des Espagnols, des Italiens, des Grecs, et vous nous aidez à l'obtenir. Voilà, donc je crois que c'est un bon accord. On fait le travail, on a des résultats, on doit s'adapter, on ne laissera rien faire. Et je veux le redire ici aussi, ce qu'on a réussi à obtenir, par exemple, avec l'Irak ces derniers mois, ensemble, par notre task force commune, est très important, parce qu'à la fin, un tiers des clandestins, des immigrants illégaux qui sont sur l'espace de Schengen sont des gens qui veulent accéder à votre territoire. Et donc, le clé de la réponse, c'est évidemment ce qu'on fait à notre frontière commune. Mais c'est réussir à avoir une gestion préventive avec les pays de départ et les pays de transit et réussir à éteindre les raisons pour lesquelles ils veulent traverser. Et donc, exactement ce que votre gouvernement est en train de faire sur les cartes d'identité, sur la lutte contre le travail illégal, parce que c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas l'asile chez nous, d'ailleurs. Ils le veulent chez vous. Voilà. Donc, on travaille sérieusement, loin de toute démagogie. Ce qui me permet de répondre à votre deuxième question, qui est que je crois profondément que notre responsabilité dans ce moment, d'abord, c'est de toujours en revenir aux faits, à la science, à la complexité du monde, et d'expliquer ce que nous faisons, et d'expliquer que, face à ça, on peut avoir des désaccords politiques, les uns avec les autres, mais qu'il ne faut jamais céder à la tentation des populistes, qui généralement est un déni de science ou un travestissement des faits. C'est ça qui nous distingue des autres. Et ça, je crois que c'est vraiment un cœur de doctrine qu'on ne doit pas abandonner. Ensuite, c'est la conviction que la réponse à nos problèmes, qui sont de plus en plus complexes, passe par la coopération. Une approche européenne, une coopération. Là où les populistes vous ont souvent vendu une réponse qui passe par le repli nationaliste. Est-ce que les problèmes budgétaires, les problèmes d'immigration clandestine, les problèmes de croissance de la Grande-Bretagne d'il y a 9 ans ont été réglés par le Brexit? Non. Ils sont en train d'être réglés par un gouvernement qui veut se réengager avec ses partenaires de confiance et avec l'Europe. Et c'est ça la responsabilité de gouvernements comme les nôtres. Enfin, vous savez, je ne me suis jamais senti isolé, parce que je me souviens très bien du jour où j'ai été élu. C'était quelques mois après le Brexit, quelques mois après la première élection du président Trump, et dans un moment où on disait « c'est fini pour tous les gens qui sont progressistes, qui ont une vision du monde complexe ou qui osent mettre le drapeau européen sur une estrade ». L'élection de 2017 avait montré le contraire. Je souhaite à beaucoup de dirigeants européens de continuer à gouverner en expliquant à leur peuple la vérité des choses, la complexité du monde, et en proposant des solutions, je crois, d'avenir. Et au fond, en portant de l'espoir. Nos sociétés, sinon, vont complètement se replier sur elles-mêmes. Ce qui n'est ni la solution à nos problèmes, ni ce qui permettra à nos jeunesses de regarder de l'avant.
Donc je suis plutôt, au contraire, très optimiste. Robert, just on the third bit of your question. Oui, pour revenir sur votre question. It is the mission of this government, my mission, C'est ma mission, celle de mon gouvernement, de réaffirmer la place de notre pays sur l'échiquier mondial. Et ce, par la diplomatie sérieuse et expérimentée, de faire comprendre cela à mes concitoyens. Et c'est précisément ce que nous avons fait aujourd'hui, un point sur lequel nous sommes bien d'accord. L'immigration illégale est un problème grave partout dans le monde, qui touche particulièrement les pays de l'Union européenne. À chaque rencontre européenne, on parle de l'immigration illégale. Et pour résoudre ce problème, il nous faut une approche pragmatique et sérieuse, pas du blabla. Pour cela, il est crucial de montrer que, ensemble, nos deux pays s'attellent à trouver une réponse démocratique, que nos deux gouvernements travaillent d'arrache-pied pour résoudre ce problème. Je pense que ce projet, pour lequel nous avons tant donné, peut être un modèle. C'est cela, la politique, montrer le pragmatisme, que cela peut déboucher sur des réponses et des avancées concrètes pour les Britanniques et pour les Français. À cette heure, il est crucial de rappeler les valeurs de la démocratie dans nos pays. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez garantir que cet accord ne pourra être mis en place, contrairement à l'accord avec le Rwanda? Les 50 migrants qui seront envoyés chaque semaine dans une première phase, comment seront-ils choisis et comment on garantira que c'est juste 50? Et Monsieur le Président, comment prouvez-vous que ce programme pilote vouera s'étendre à l'avenir? Ensuite, depuis janvier, vous avez bien vu que les chiffres d'immigration explosent. C'est la faute à qui? À vous ou à vous à côté, Monsieur le Premier ministre? Alors j'aimerais commencer par répondre par cette deuxième question. C'est notre responsabilité à nous deux. Et notre responsabilité, c'est de trouver une solution. Moi, je trouve que dire que c'est la faute de l'autre, ce genre de politique, ça n'amène à rien. Ce n'est pas notre position et c'est pour ça que nous n'avons jamais fait cela. C'est pour cela que la reconvergence des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne était nécessaire. Arrêter les politiques où l'on pointe du doigt un pseudo-coupable. Il ne faut pas décourager nos partenaires. Et c'est précisément cette approche-là que j'ai adoptée avec Emmanuel. Partager les responsabilités. On ne va pas se lancer dans des politiques politiciennes du passé qui n'ont amené à aucun progrès ces dernières décennies. Pour retourner à ce programme pilote, il sera mis en opération dans les semaines à venir. C'est un programme pilote. Il est là pour montrer que le concept peut fonctionner, pour montrer que les migrants qui arrivent sur des embarcations de fortune illégales seront renvoyés en France. Et si ça marche, alors le modèle précédent sera foulé aux pieds. Ce sera, et c'est déjà aujourd'hui, une percée historique. Car nous avons réussi à faire ce que tant d'autres ont échoué. Je ne vais pas maintenant rentrer dans les détails techniques de l'application, car nous ne sommes qu'au tout début, mais ce qui est important, c'est de voir ce projet tel qu'il est, c'est-à-dire comme une percée pour lutter contre l'immigration illégale. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le Premier ministre. Arrêtez de pointer du doigt des pseudo-coupables. Travaillez ensemble. Ça, c'est comme ça que nous sommes efficaces. Il ne faut pas sous-estimer les retentissements de cette situation sur le nord et le littoral de la France. Ce n'est pas ce programme
un cadeau pour Calais et toutes les autres villes côtières. L'asile en France, c'est un véritable problème. Et pour répondre à ce problème, il nous faut travailler conjointement. Il faut remercier tous les maires des villes côtières du nord de France pour leur contribution et pour leur travail. C'est un plan coopératif et global qui est fondé sur l'adaptation de nos actions conjointes. Il faut répondre à cette immigration illégale. Et c'est comme cela que le plan fonctionnera. Il est dans notre intérêt commun que ce plan fonctionne. Et j'aimerais aussi rappeler une chose, c'est que il faut que ce projet soit un repoussoir pour les passeurs. Il faut un effet démonstratif qui dissuade tous les trafiquants, tous les passeurs, pour leur dire que ce n'est pas dans leur intérêt de procéder comme ça. Nouvelle question. Président, la première question s'adresse à vous. Vous envisagez donc une réponse rapide si des deux pays en cas de menace extrême à la sécurité de l'Europe. Alors qu'entendez-vous par menace extrême? Et est-ce que l'Ukraine ferait partie du périmètre d'intervention si une force de réassurance est mise en place? Question maintenant au Monsieur le Premier ministre. Quelle forme pourrait prendre la coordination entre les deux pays? Avec quel type d'opération? Et puis, comment pourriez-vous arbitrer entre votre engagement vis-à-vis des États-Unis et votre engagement vis-à-vis de la France? Je vous remercie. Je vais d'abord faire le distinguo. Merci pour votre question. Quand on parle de force de réassurance à l'égard de l'Ukraine, ça n'a rien à voir avec la doctrine que nous venons d'évoquer. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Nous avons avec l'Ukraine un plan qui est d'abord l'aide d'armes, de capacités, de soutien, de formation à court terme. Ensuite, le jour du cessez-le-feu, nous avons mis en place un plan, et c'est tout le travail qui a été fait par nos deux chefs d'état-major des armées, qui est précisément d'organiser la coalition, les 30 pays qui sont partenaires, et de voir dans les airs, sur mer, pour régénérer l'armée ukrainienne, comment justement pouvoir tenir ce cessez-le-feu. Et au-delà de ça, nous avons un schéma de force de réassurance qui est de pouvoir envoyer un signalement stratégique. Ça, c'est une chose. Totalement à côté de ça, ça n'a rien à voir, nous avons décidé de coordonner nos doctrines nucléaires de manière totalement inédite. À ma connaissance, il n'y a pas deux pays au monde qui ont une telle intimité sur leur doctrine nucléaire désormais. Mais je l'ai dit, d'abord, ceci n'enlève rien à l'ambiguïté stratégique qui va avec nos doctrines nucléaires. Pourquoi je ne répondrai jamais à votre question dans les termes avec lesquels vous me l'avez posée? Parce que c'est ce qui va avec l'effet dissuasif et la crédibilité de notre doctrine nucléaire. Ensuite, parce que nous avons décidé d'une coordination, d'échanges stratégiques, de partenariats aussi opérationnels et capacitaires. Mais l'un comme l'autre, nous restons pleinement souverains et indépendants dans le déclenchement et le pilotage de nos capacités nucléaires. Donc je veux vraiment distinguer les sujets, parce que je crois que sinon, ça créerait une confusion qui serait nuisible à tout ce qu'on a fait. Ce sont deux exercices totalement distincts. Mais au fond, nous expliquons qu'on a des doctrines, chacun pour ce qui nous concerne. La doctrine française est connue, je l'ai réaffirmée il y a maintenant plus de 3 ans sur ce sujet. Mais à côté de ça, on met en place cette coordination qui n'enlève rien à notre indépendance. Et ceci est totalement distinct de ce que nous faisons sur l'Ukraine. Thank you very much. Just Merci. on the nuclear agreement that we've reached Cet accord today, nucléaire it aujourd'hui is truly historic. est un Now, I accord understand historique. why there's a lot of focus and attention on the Je comprends regular migration. qu'on puisse se concentrer sur l'accord lié à la lutte contre l'immigration illégale. Mais cet accord sur les capacités nucléaires est un accord historique et cardinal, car nous sommes les nations dotées de l'arme nucléaire en Europe, les deux seules, et nous allons de l'avant. Dès aujourd'hui, c'est une nouvelle étape de notre relation importante. C'est comme cela que nous soutenons l'Europe, l'OTAN. C'est une journée historique pour l'Europe, pour le monde. Ensuite, vous avez posé cette question sur les États-Unis et l'Europe. Et je vais vous dire,
l'OTAN. C'est la meilleure alliance de l'histoire. Et depuis des décennies, grâce à l'OTAN, nous avons vécu en paix. Il est de notre responsabilité de continuer et de regarder vers l'avenir et pas vers le passé. Il faut donc aller de l'avant, c'est-à-dire garantir pendant de nombreuses années à venir la paix. Et pour cela, l'Europe doit en faire plus. Et surtout, des capacités de défense collectives. Cela passe par le financement, et nous avons eu cet accord il y a 2 semaines et demie. Mais surtout, maintenant, nous allons renforcer notre coopération. Et c'est de cela dont nous avons parlé avec Emmanuel. C'est une condition sine qua non, et c'est pour cela que nous avons aussi eu une rencontre avec la coalition des volontaires. Nous voulons montrer que nos 2 pays sont prêts à aller de l'avant. Notre relation est une relation nucléaire aussi. Cela concerne bien sûr la défense européenne. Donc je comprends tout à fait que l'immigration illégale soit un défi et une préoccupation majeure de ce sommet, mais n'oublions pas non plus cet autre aspect sur la coopération nucléaire, car il s'agit de l'histoire et de l'avenir de l'Europe. Nouvelle question. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le Président. Il y a quelques semaines, vous avez dit aux Français que face à cette nouvelle menace, à cette nouvelle donne, il fallait faire des efforts. Demain, le chef d'état-major des armées, à votre demande, présentera l'état de la menace. À quoi faut-il s'attendre? Quel type d'efforts devront faire les Européens et les Français en particulier? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que certains soient mobilisés dans une forme de réserve, par exemple? Monsieur le Premier ministre, le président Macron tout à l'heure a appelé à une reconnaissance commune de la Palestine. Quel est votre regard sur cette reconnaissance? Où en êtes-vous dans votre réflexion et quand, tous les deux, allez-vous prendre cette décision? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez raison de rappeler en effet que face à la situation, j'avais, il y a quelques mois, appelé les Français à ce sursaut, cette prise de conscience, mais à la nature du risque. Ceci n'a pas changé. À la fois parce que nous devons continuer d'aider l'Ukraine, qui est aux avant-postes, parce que la menace russe est là, et parce que la détermination russe est là aussi. Et vous avez, sur le sol européen, géographiquement c'est le cas, à la frontière de l'Union européenne, à quelques milliers de kilomètres à peine de Paris, une puissance dotée du nucléaire qui aujourd'hui alloue 40% de son budget à un effort militaire et qui, à marche forcée, construit des capacités dans tous les domaines du jeu. Et dont rien n'indique qu'elle n'a décidé de s'arrêter à ce qu'elle s'est d'ailleurs fixée pour elle-même et de manière momentanée comme le déclenchement de la guerre. Mais la Russie n'a jamais tenu ses engagements depuis le début. Donc oui, nous devons faire face à ce risque, qui n'est d'ailleurs pas le seul, parce qu'à côté de ça, la menace terroriste demeure, parce que nous avons d'autres formes de conflictualité qui existent, parce que la menace maritime, cyber, spatiale est là, avec d'autres grandes puissances. Le chef d'état-major des armées demain expliquera la nature du risque aussi, tous les efforts qui ont été faits à travers les 2 lois de programmation militaire, qui est un effort inédit de la nation française. Parce que nous n'avons pas attendu, heureusement, nous avons commencé dès 2017 par une revue stratégique, puis par une première loi de programmation militaire qui a réparé, une deuxième loi de programmation militaire qui nous permet d'aller plus loin. Mais très clairement, nous devons aujourd'hui réviser notre programmation et notre stratégie. La réviser à la lumière du changement de la nature du risque. Et c'est pourquoi le général Burkhardt, donc demain, fera ses explications, et je m'exprimerai à Brienne, comme il est de coutume, chez le ministre des Armées, dimanche soir, donc la veille de notre fête nationale, pour annoncer quelques décisions stratégiques d'investissement pour l'avenir. Sur la question qui est ensuite posée de mobilisation de nos compatriotes, nous avons fait le choix, il y a maintenant près de 3 décennies, d'une armée de métier complète et de la fin de la conscription. Nous avons aussi fait le choix de la compléter par une réserve. Et dans notre loi de programmation militaire en cours, cette réserve atteint des niveaux inédits, que rappellera d'ailleurs demain le général. C'est quelque chose qui vient épauler notre armée et qui permet de mobiliser des capacités et des compétences dans la société civile et de revisiter ce pacte armée-nation qui est si important.
Nous devons et nous allons accélérer sur ce point. Une autre question est celle du service national. Sur ce point, en début d'année, j'ai demandé un travail au ministre, au SEMA. Il est en train d'être finalisé. Il fera l'objet d'études complémentaires durant l'été. Et à la fin de l'été, début de l'automne, conformément au calendrier que j'ai donné en début d'année, je reviendrai vers vous pour pouvoir expliquer les décisions qui sont les nôtres et qui, évidemment, s'inscriront dans la programmation budgétaire qui sera la nôtre. Merci. Je rebondis sur les propos d'Emmanuel sur la coalition des volontaires. Aujourd'hui, nous avons un plan arrivé à maturation. Cela fait des mois que nous travaillons dessus, d'arrache-pied, avec de nombreux autres pays. Et maintenant, nous avons enfin finalisé ce plan. Il est prêt pour la suite des opérations. Il faut féliciter tous ceux qui ont travaillé et contribué sous quelque forme que ce soit. Il fallait faire énormément de travail et continuer maintenant avant le cessez-le-feu. Cette nouvelle structure qui siégera à Paris est une structure importante et cruciale pour de nombreuses opérations futures. Il y avait dans notre réunion d'aujourd'hui aussi des Américains, ce qui en dit long. Maintenant, la reconnaissance de la Palestine. J'aimerais commencer par rappeler le côté intolérable de la situation à Gaza. Il faut un cessez-le-feu. Il faut que les convois humanitaires puissent affluer rapidement à Gaza, bien plus qu'aujourd'hui. Et il faut une aide durable. Il faut en arriver à ce point-là. Notre parti a toujours reconnu la nécessité que la Palestine fasse partie de ce processus, notamment parce que on ne pourra atteindre une paix durable au Moyen-Orient sans une solution à deux États. Notre priorité doit être le cessez-le-feu. C'est la condition pour que la politique reprenne le dessus sur les combats. Il faut la libération des otages. Emmanuel et moi avons parlé amplement de ce sujet et nous allons de l'avenir. Nous allons de l'avant. Merci.